Vous êtes le jour du bac devant ce texte d'Alain et vous ne savez pas quoi faire. On vous demande de l'expliquer, mais vous ne savez pas ce qu'on attend de vous. Eh bien, pas de panique. Je vous propose dans cette vidéo une correction complète du texte d'Alain et une exposition point par point de la méthode de l'explication de texte. Et si vous voulez un résumé plus rapide de la méthode du texte, vous pouvez aller directement sur cette vidéo. Quand vous êtes face à un texte, vous devez, avant tout, si cela n'est pas déjà fait, numéroter les lignes. Ensuite, vous devez essayer de trouver le thème du texte. Il s'agit de l'objet du texte. De quoi ce texte parle, traite. Le thème doit renvoyer à une ou plusieurs notions vues en cours. Pour arriver à trouver le thème, il faut lire le texte deux fois, avec un crayon en main. Le mieux, c'est un stylo 4 couleurs, avec, pas loin, des surligneurs de différentes couleurs. Vous lisez avant tout une première fois le texte de manière naïve. Ne cherchez pas à critiquer l'auteur. Ensuite, lors de la deuxième lecture, vous surlignez le concept qui vous semble essentiel dans le texte. Il renvoie le plus souvent à une notion traitée en cours. Et on peut donc souligner ce concept en rouge. On voit alors apparaître dans ce texte le terme artiste et celui d'artisan. Cela renvoie à la notion vue en cours qui traite de l'art. Ensuite, lors de la troisième lecture, vous surlignez les concepts qui se rapprochent de celui trouvé lors des lectures précédentes. Ici, trouvez donc des concepts qui se rapportent à l'art. On peut par exemple les surligner en jaune et en bleu. Les termes d'œuvre et de beauté renvoient effectivement au domaine de l'art. Lors de la quatrième lecture du texte, vous surlignez les concepts qui restent et qui semblent pour vous importants. On va les surligner en vert. Industrie et machine semblent être des termes importants car ils sont difficiles à définir. Ils vont donc nous donner du fil à retordre. Il faudra les analyser de manière rigoureuse. Après ces différentes lectures et repérages, on a enfin trouvé le thème. Ce texte parle de l'art et plus précisément de l'activité de l'artisan opposée à celle de l'artiste. Ce texte traite donc de l'art. Mais il peut renvoyer également à d'autres notions vues en cours, comme le travail ou la technique. On a trouvé le thème, maintenant on va s'attaquer à la structure logique du texte. Il s'agit des différentes parties présentes dans le texte, parties qui vont correspondre dans votre développement au grand 1 et à votre grand 2. Pour arriver à bien découper le texte, on doit être attentif avant tout aux connecteurs logiques, aux exemples et aux arguments exposés par l'auteur. On va surligner ici de différentes couleurs les connecteurs logiques ou temporels en bleu foncé. Le connecteur temporel maintenant montre qu'on est passé dans ce deuxième paragraphe à quelque chose de nouveau par rapport au premier paragraphe. Ce second paragraphe va se consacrer à l'artiste alors que le premier se consacre exclusivement à l'artisan. La préposition comme signifie qu'il y a ici une comparaison, un exemple qui va illustrer un argument. L'adverbe ainsi renvoie à une conclusion. Voilà ce que l'auteur conclut au sujet de l'artiste. Après avoir surligné les connecteurs logiques, on surligne les arguments, les exemples, qui renvoient à la même idée. Ici, dans ce premier paragraphe, on surligne en bleu clair les arguments qui renvoient à l'artisan, à l'industrie, et en bleu foncé l'exemple qui illustre cet argument. Je vous rappelle qu'un exemple est censé illustrer un argument. Pour la deuxième partie consacrée à l'activité de l'artiste, on souligne en vert clair les arguments et en vert foncé les exemples. Après ce travail de repérage, on a trouvé la structure logique du texte. Le texte est divisé en deux parties. Il faut essayer le plus possible d'équilibrer vos parties. La première partie correspond au premier paragraphe et la deuxième partie au deuxième paragraphe. Vous devez maintenant faire des phrases pour dégager les idées présentes dans chaque partie. Par exemple, de la ligne 1 à 7, Alain explique que l'activité de l'artisan peut être identique à celle que l'on trouve dans l'industrie, car l'artisan peut produire des œuvres en plusieurs exemplaires à la manière d'une machine bien réglée. Ensuite, de la ligne 8 à la fin, Alain explique que l'activité artistique se distingue de celle proposée par l'artisan, car l'artiste est surpris par l'œuvre qu'il crée, ce qui fait de l'œuvre d'art un objet unique
et original. Ces différentes parties vont correspondre à vos parties présentes dans votre développement à votre grand 1 et à votre grand 2. Voilà, à la fin de votre lecture, comment doit ressembler votre texte. Après avoir effectué toutes ces étapes, vous pouvez, lors d'une 6e lecture, trouver la thèse du texte. La thèse, c'est l'idée générale, présente dans le texte. Vous avez trouvé 2 parties présentes dans le texte. La thèse doit être la synthèse de ces 2 parties. Thèse que l'on peut alors formuler de cette manière. L'artiste se différencie de l'artisan, car il est capable de donner naissance à une œuvre belle, c'est-à-dire une œuvre originale, qui ne pourra pas être reproduite. A l'inverse, l'artisan ne fait que suivre de manière mécanique un cahier de charges qui limite de manière drastique sa créativité, ce qui le contraint à fabriquer en masse des objets similaires, standardisés, ayant la même fonction ou utilité. Après avoir trouvé la thèse, vous pouvez vous pencher sur le problème et les enjeux. Le problème, c'est une opposition entre 2 idées. Et la thèse sera la réponse au problème. On peut formuler le problème de cette manière. L'artiste est-il semblable à un artisan qui ne fait que suivre des règles strictes pour produire ses œuvres, ou bien l'artiste est-il capable de s'émanciper des règles pour donner à son œuvre une originalité et une unicité qui la rend différente d'une simple production artisanale? Vous pouvez enfin formuler les enjeux. Les enjeux, ce sont les raisons qui ont poussé l'auteur à écrire ce texte et à défendre cette thèse. On peut les formuler de cette manière. Il s'agit ici de montrer la différence entre une œuvre d'art et une production artisanale, et in fine, la différence entre un artiste et un artisan. Après avoir trouvé tout cela, vous avez votre introduction de votre explication de texte. En résumé, vous devez trouver dans votre introduction, et dans cet ordre bien précis, le thème, le problème, la thèse, les enjeux et enfin la structure logique du texte. Il vous reste maintenant à expliquer les différents passages du texte. Le travail d'explication nécessite de votre part un travail conceptuel. Il s'agit de définir les concepts importants présents dans le texte et de les interroger. Après ce travail conceptuel, vous devez développer l'idée, la préciser, pour en montrer toute sa force et les implications qu'elle entraîne. Vous répondez donc tout au long de votre explication de texte à des questions du style: que veut dire l'auteur ici? Quelle est la signification des concepts qu'il utilise? Et qu'est-ce que cela implique de parler de tel terme, d'associer un concept avec un autre ou de les différencier? Commençons alors le développement de votre explication de texte. Je vous rappelle que la première partie va correspondre à votre grand 1. Il doit y avoir dans cette première partie autant de sous-parties qu'il y a d'arguments dans votre texte. Ici, il y a 3 arguments, comme nous l'avons vu quand nous avons surligné les arguments en bleu. Donc il y aura 3 sous-parties. Première sous-partie. Alain parle de l'industrie et de l'artisanat. Pourtant, cette relation n'a rien d'évidente. Et c'est à vous de l'interroger. Qu'est-ce que cela implique d'associer l'industrie et l'artisanat? Pour répondre à cette question, vous devez vous efforcer de définir les termes et d'essayer d'en comprendre leur signification. Par exemple, que signifie ici le terme d'industrie? Réponse: l'industrie va, à travers une technique bien précise, transformer la nature pour produire des biens matériels. Le lien avec l'artisan se trouve donc ici du côté de la technique, du savoir-faire qui permet de produire un objet, et du côté de l'utilité de l'objet fabriqué. Pour produire son objet, l'artisan va avoir une idée en tête, un mode d'emploi, qu'il va suivre à la lettre. Ainsi, l'objet fabriqué pourra correspondre au mode d'emploi. Et c'est cette correspondance qui permettra à l'objet d'être fonctionnel, d'être utile. Par exemple, avant de fabriquer une chaise, l'artisan doit suivre un mode d'emploi bien précis. Ainsi, l'objet pourra être fabriqué dans les règles et pourra remplir l'utilité qui lui est propre. C'est la même chose que l'on retrouve dans l'industrie du textile ou de l'automobile. Les machines vont produire des objets, voitures, vêtements, en suivant un programme et une technique bien précise. Deuxième sous-partie, ensuite, qui correspond au deuxième argument. Alain parle ici de l'artiste par éclair.
Alain apporte une concession ici à ce qu'il vient de dire au sujet de l'artisan. L'artisan ne se contente pas de reproduire l'idée qu'il a en tête. Il ne se contente pas de reproduire de manière mécanique son cahier des charges, son mode d'emploi. Il peut alors être artiste par éclair. Cela veut dire qu'il est capable de créer, d'inventer une œuvre originale qui ne correspond pas en totalité à son cahier des charges. Mais on ne peut pas encore comprendre pourquoi Alain parle d'artiste. Il faudra atteindre notre deuxième partie, notre grand 2. Enfin, donc, on va analyser notre troisième argument qui va correspondre à la troisième partie. Alain ici revient sur ce qu'il a dit au début et porte notre attention sur l'objet fabriqué par l'artisan. À partir du moment où l'idée dirige la fabrication, qu'elle la dirige entièrement, alors on est dans l'industrie. Et dans l'industrie, on peut produire des œuvres en 1000 exemplaires, des œuvres mécaniques. Et cela vaut également pour l'artisanat. Ici, essayez d'avoir toujours le même réflexe pour expliquer le texte. Qu'est-ce que signifie le terme de mécanique? Qu'est-ce que cela implique de l'associer au terme d'artisan? Réponse, le terme de mécanique est important. Et ce n'est pas anodin si utilisé par Alain. C'est comme si l'on pouvait remplacer le processus de fabrication de l'artisan par une machine bien réglée. Par exemple, vous rentrez dans une machine un protocole bien précis et elle sera capable de produire l'objet dans les moindres détails et avec une précision d'orfèvre. C'est ce que l'on retrouve dans les chaînes de production au sujet de l'industrie automobile. On retrouve des voitures identiques que l'on pourra reproduire en 1000 exemplaires. Alain donne un autre exemple d'une œuvre faite en 1000 exemplaires, celle du dessin d'une maison. On servira de ce dessin, de ce plan, pour reproduire la maison en 1000 exemplaires. C'est ce que l'on voit par exemple dans certains quartiers ou lotissements. C'est bien d'avoir le numéro. La description de la maison n'aurait peut-être pas suffi. Effectivement, comme dit Obélix, il aurait eu du mal à trouver la maison juste avec sa description. On va voir apparaître dans l'industrie et l'artisanat des produits standardisés, c'est-à-dire des produits uniformes qui doivent remplir toujours la même fonction. Et ces produits standardisés pourront être reproduits en 1000 exemplaires. Voilà, vous avez fini votre première partie et comme en dissertation, vous ne devez pas oublier la transition entre le grand 1 et le grand 2. Rappel, une transition, c'est un bref résumé et ensuite une ouverture vers le grand 2. Donc, exemple de transition ici. On a vu qu'Alain comparait le travail de l'artisan à celui de l'industrie et que sa production pouvait être reproduite en 1000 exemplaires. Mais ce que nous disons au sujet de l'artisan vaut-il également au sujet de l'artiste? L'œuvre de l'artiste peut-elle être également reproduite en 1000 exemplaires? Le deuxième paragraphe comporte deux arguments principaux qui vont renvoyer à vos deux sous-parties. Donc on va maintenant développer la première sous-partie. La première partie du texte consistait à montrer le processus de fabrication de l'artisan. L'artisan se contentait de suivre un cahier des charges pour fabriquer l'objet qu'il voulait concevoir. Mais le processus de création de l'artiste est tout autre. L'idée de l'artiste, à la différence de l'artisan, lui vient après coup. C'est pour cela que l'artiste est comme spectateur de son œuvre. Il faut s'étonner de l'association entre ces deux termes. Pourquoi Alain associe l'artiste avec le spectateur? Pour clarifier les choses, nous devons d'abord définir ce concept de spectateur. Le spectateur est passif. C'est lui qui découvre l'œuvre. Il essaie parfois d'en comprendre le sens qui lui échappe en partie. Alors que l'artiste est celui qui est actif. C'est lui qui crée l'œuvre. C'est lui qui a décidé, à partir de son idée de base, de créer une œuvre bien précise et de lui donner tel ou tel sens. Il est donc étonnant de considérer l'artiste comme spectateur de l'œuvre qu'il crée. Mais on peut comprendre cela si on accepte, comme Alain le dit dans son texte, que l'œuvre finale, celle qui est achevée par l'artiste, ne correspond pas tout à fait à ce que l'artiste avait en tête. Il y a en effet un écart entre l'idée de base et le résultat final. Écart qu'on ne trouvait pas chez l'artisan, à part chez l'artisan qui était artiste par éclair. On peut également expliquer ce concept de spectateur avec le concept d'inspiration artistique. L'artiste inspiré n'est plus vraiment maître de ses gestes. Il est comme possédé. Il y a donc un moment où l'œuvre échappe à l'artiste, moment
où il en perd en partie le contrôle. Après avoir montré la différence entre la production de l'artiste et de l'artisan, Alain va s'intéresser dans ce deuxième paragraphe à l'œuvre de l'artiste. Celle-ci ne pourra pas être reproduite en 1000 exemplaires. Elle sera au contraire unique, originale. Il ne s'agira pas, comme dans l'industrie, de produire un bien matériel qui nous permettra de satisfaire nos besoins et qu'on pourra fabriquer en série. Cette idée d'originalité peut se comprendre à travers l'idée de création. L'artiste ne se contente pas d'imiter les choses, mais il va créer quelque chose de nouveau, d'original, qui n'existait pas avant lui et qu'on ne pourra pas imiter, reproduire. On peut essayer de contrefaire l'œuvre des grands artistes, mais jamais les reproduire, les imiter dans leur intégralité. C'est pour cela que chez l'artiste, on ne va pas trouver de produits standardisés, uniformes, mais au contraire des œuvres uniques. C'est pour cela également qu'on pourra toujours reconnaître l'œuvre de l'artiste d'une contrefaçon. Après avoir fini cette première partie, on peut enchaîner sur la deuxième sous-partie. Et qu'est-ce qui apparaît dans le texte? Il apparaît ici, à la fin du texte, la notion de beauté. C'est une notion centrale en philosophie qu'il faut alors analyser de manière rigoureuse. C'est dans cette distance entre l'œuvre finie et l'idée de départ possédée par l'artiste que va s'installer la beauté d'une œuvre. Par exemple, au moment où Paul Valéry écrit Le cimetière marin, il a l'idée de vers en décasyllabes, une idée du rythme, d'autres idées viennent à son esprit sur le contenu de son poème, mais il n'a pas en tête l'intégralité de ses vers. Ceux-ci lui viennent à mesure qu'il est en train de créer. C'est pareil pour le peintre. Léonard de Vinci, en créant la Joconde, a bien l'idée d'une femme et de son portrait qu'il veut imiter et reproduire. Mais il ne sait pas comment il a fait pour créer ce sourire qui nous touche tant et qui fait toute la beauté de son œuvre. On comprend alors, à partir de cette analyse du texte, la dernière phrase d'Alain qui était assez énigmatique. La règle du beau reste inscrite dans l'œuvre. Cela veut dire que l'artiste ne sait pas comment expliquer le processus de son œuvre en intégralité. Il ne pourrait pas transmettre ce savoir. La beauté ne s'explique pas, elle s'éprouve. La beauté ne repose pas alors sur des concepts, des idées, sur un savoir-faire que l'on pourrait transmettre, mais sur une forme d'inspiration artistique qui reste alors très mystérieuse. On comprend encore plus maintenant pourquoi l'artiste reste spectateur de son œuvre. Le mystère de la beauté d'une œuvre ne peut pas être percé par un savoir rationnel, et il ne peut pas être transmis par un ensemble de règles. Ainsi, on comprend fort bien pourquoi l'œuvre d'art est unique, et qu'elle ne peut pas alors être reproduite en 1000 exemplaires. Enfin, quand vous avez fini votre développement, vous devez terminer avec une conclusion. Conclusion qui n'est qu'un bref résumé de vos parties. En conclusion, nous pouvons affirmer avec Alain que l'activité de l'artiste reste bien différente de celle de l'artisan. Elle se différencie dans le processus de fabrication, mais également à travers l'objet fini, achevé, qui peut, dans un cas, être reproduit en 1000 exemplaires et, dans l'autre cas, rester à tout jamais unique et original. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail.